28 mars 1945. La guerre touche à sa fin. L'armée allemande s'effondre sur tous les fronts. Les blindés américains s'enfoncent profondément dans la Bavière. Mais quand les soldats de la 45e division d'infanterie des États-Unis approchent de la ville d'Aschaffenbourg, un spectacle les fige sur place. Les jeeps ralentissent, puis s'arrêtent. Les soldats lèvent les yeux vers les lampadaires qui bordent la rue principale. Des corps sont suspendus dans le vide. Ce ne sont pas des militaires. On voit des civils, des vieillards, des femmes et même quelques adolescents. Des pancartes en carton sont accrochées à leur cou. On peut y lire « Ici pend un traître parce qu'il a cru aux Américains ». Pourquoi ces exécutions? Ces gens n'avaient pas pris les armes. Ils n'avaient pas tiré un seul coup de feu. À première vue, des victimes de guerre, mais en réalité, des cibles de leur propre camp. Ces habitants voulaient là simplement arrêter le massacre. Ils avaient accroché des draps blancs à leurs fenêtres pour protéger leurs maisons et leurs familles. Pour ce geste, le commandant allemand local les a fait arrêter et exécuter sur le champ. Sur les images d'archives, on devine le balancement lent des cadavres sous le vent. Les soldats américains observent la scène en silence. La tristesse laisse place à une rage froide. Ils regardent la cité fortifiée qui s'élève devant eux. C'est une ville médiévale avec des bâtiments historiques et des remparts anciens. Les officiers prennent une décision immédiate. Ils refusent de capturer Aschaffenbourg par les méthodes classiques. Ils ne veulent pas perdre d'hommes dans des combats de rue pour une ville qui assassine ses propres citoyens. Le commandant américain se saisit de la radio. Il contacte l'artillerie lourde. Il ne demande pas de frappe chirurgicale. Il ne désigne pas de cible militaire précise. Il leur donne un barrage total. Son message est simple. Rasez tout. Transformez chaque bâtiment en poussière. S'ils veulent se mourir pour Hitler, laissez-les mourir. Le bruit des canons déchire le silence. Les obus pleuvent sur les toits de tuiles. Les murs s'écroulent les uns après les autres. La ville historique disparaît sous les décombres et la fumée noire. Les événements se sont accélérés. Il n'y avait plus de place pour la négociation. Le sol tremble sous l'impact des explosions massives. En quelques heures, la forteresse médiévale n'est plus qu'un champ de ruines fumantes. L'histoire s'est arrêtée là pour Aschaffenbourg. 28 mars 1945. C'est le jour où l'armée américaine a cessé de suivre les règles. À l'image, la 45e division d'infanterie, les Thunderbirds, progressent vers les faubourgs d'Aschaffenbourg. Ils s'attendent à une reddition rapide, une formalité de fin de guerre. Mais en phase 2, un homme a décidé de transformer chaque maison en tombeau. Comment une ville entière a-t-elle pu être rayée de la carte en quelques jours? La réponse tient en un nom, le major Émile Lambert. À première vue, un officier de carrière, mais en réalité, un fanatique radical. Lambert ne se contentait pas de servir le régime, il l'incarnait. En ce mois de mars 1945, l'Allemagne s'écroule. Les officiers de la Wehrmacht cherchent des sorties honorables. Lambert, lui, cherche le martyre. Hitler lui a envoyé un ordre personnel, Festung Aschaffenbourg. La ville devient officiellement une forteresse. Consigne stricte, défendre jusqu'à la dernière pierre. Lambert a pris cet ordre au pied de la lettre. Il ne voyait pas des citoyens, mais des obstacles. Il ne voyait pas des monuments, mais des lignes de tir. L'obéissance était sa seule boussole. Mais ses effectifs étaient dérisoires. Les soldats réguliers manquaient à l'appel. Lambert a donc raclé les fonds de tiroir de l'Allemagne nazie. Il a mobilisé le Volkssturm. On voit sur les documents d'époque des vieillards armés de fusils de chasse rouillés, des enfants des jeunesses hitlériennes de 15 ans, des blessés convalescents arrachés à leur lit d'hôpital. Lambert leur a imposé un choix binaire, la victoire ou la mort immédiate. Son ultimatum a glacé la ville. Quiconque tente de se rendre sera fusillé. Quiconque accroche un drapeau blanc sera pendu. Il a répété ses ordres devant ses troupes. Nous combattrons jusqu'à ce que les Américains soient pas morts, ou jusqu'à ce que nous le soyons. La panique a saisi la population civile. Les habitants entendaient le grondement des chenilles des chars Sherman. Ils voulaient protéger leurs familles. Dans le silence des caves, des femmes ont cousu des lambeaux de drap pour fabriquer des drapeaux blancs. Elles espéraient la clémence. Mais Lambert avait placé des espions dans chaque quartier. Le matin de l'arrivée des Américains, des patrouilles d'exécution ont sillonné les rues. Ils ont enfoncé les portes. Ils ont traîné des civils sur les places publiques. Les corps ont été balancés au bout de cordes, sous les yeux des voisins terrifiés. La situation a empiré. Quand les soldats de la 45e division ont atteint les premières lignes de maisons, ils n'ont pas vu une ville prête à capituler. Ils ont vu une cité prise en otage par un fou furieux. Les Américains étaient pourtant confiants. Pour eux, ce n'était qu'une étape de plus sur la route de Berlin. Une ville de plus, une signature de plus sur un acte de reddition. L'état-major a envoyé un petit détachement d'infanterie pour sécuriser le centre-ville.
Il marchait aux larmes à l'épaule, presque décontracté. L'erreur était interdite, mais elle venait d'être commise. Le premier coup de feu a claqué depuis un clocher. Ce n'était que le début du massacre. « 9 heures du matin. Les troupes américaines entrent dans les faubourgs. Ils avancent lentement dans les rues résidentielles. Tout est silencieux. Trop silencieux. Les volets sont clos et les portes des magasins sont verrouillées de l'intérieur. Pas une silhouette. Pas un bruit de moteur. Soudain, une détonation brise le calme. Un tir isolé. Puis, le craquement sec d'une mitrailleuse. Enfin, le hurlement caractéristique d'une roquette de Panzerfaust. Les Américains plongent au sol et cherchent un abri derrière les carcasses de voitures. Le feu vient de partout, du clocher de l'église, des soupiraux des caves, des bouches d'égout. Mais ce n'est pas le plus troublant. Sur l'image, on voit les visages des tireurs. Les soldats américains sont pétrifiés. Qui presse la détente? Des civils. Des vieillards en costume tirent au fusil, des femmes lâchent des grenades depuis les toits, même des enfants manipulent des armes de guerre. Pourquoi cette folie? La réponse tient en un nom, le Major Lambert. Il a forcé toute la population à prendre les armes. Sa méthode est simple. Il a raconté aux habitants que les Américains les massacreraient en cas de reddition. Lambert a transformé chaque habitant en cible légitime. Les soldats américains hésitent. Comment ouvrir le feu sur une femme? Comment viser un enfant? Cette seconde de doute est fatale. À cause de cette hésitation, ils meurent. Le bilan s'alourdit minute après minute. Dans les rues, les jeeps ambulances multiplient les allers-retours sous les balles. La victoire facile promise se transforme en hachoir à viande. À l'extérieur de la ville, le poste de commandement américain bout de rage. Les officiers consultent les rapports de pertes. Ils ont perdu des hommes d'élite, tués par des civils qui auraient dû agiter le drapeau blanc. Puis, les éclaireurs apportent une information macabre. À l'image, des corps pendus sur la place de la ville. Ce sont des citoyens allemands. Lambert les a fait exécuter sommairement. Leur crime? Avoir tenté d'arrêter les combats pour sauver ce qu'il reste de la cité. Ce fait change tout. Le sentiment de libération disparaît. Il fait place à une volonté de punition. Le commandant américain fixe la carte d'Aschaffenbourg. Ses yeux s'arrêtent pas sur le château de Johannisburg. C'est une forteresse de pierre massive qui domine toute la vallée. C'est là que Lambert se cache. Le commandant prend sa décision. Il refuse d'envoyer davantage de jeunes soldats mourir dans ces ruelles étroites. Il refuse de jouer au chevalier contre un château fort. Il choisit la force brute, la technologie contre la pierre. Il appelle l'artillerie lourde. Les canons Long-Tom de 155 mm arrivent en position. Les canons automoteurs M12, conçus pour briser le béton des bunkers, sont déployés. L'armée de l'air est en alerte. Un nouvel ordre tombe dans les radios. Repli général. Sortez des rues. Évacuez les quartiers occupés. L'objectif n'est plus de capturer la ville. L'objectif est de l'effacer. Le bombardement commence le lendemain matin. Ce n'est pas une frappe chirurgicale, c'est une destruction méthodique. Les Américains alignent leurs pièces lourdes sur les collines environnantes. Ils visent à vue. Habituellement, l'artillerie tire en cloche à longue distance. Ici, les artilleurs abaissent les tubes. Ils tirent à bout portant sur les façades. Ainsi commence l'écrasement de la ville. Les tirs visaient directement les bâtiments. C'était une destruction systématique, bloc après bloc, maison après maison. Les obus de 155 mm s'écrasaient contre les façades médiévales à colombage. Les structures ne se contentaient pas de rompre, elles se désintégraient sous l'impact. Le feu a pris partout. La ville a commencé à brûler. Dans le ciel, les P-47 Thunderbolt plongeaient en piqué. À l'intérieur des murs, c'était l'apocalypse. Le major Lambert attendait dans son bunker sous le château. Il a ordonné à ses hommes de tenir les positions. « Les Américains sont faibles », criait-il. « Ils ont peur d'entrer. » Mais les Américains n'avaient pas peur. Ils étaient simplement efficaces. Ils ont compris qu'il n'y avait aucun intérêt à mourir pour une ville qui voulait se battre jusqu'au bout. Pourquoi détruire une cité entière? La réponse tient en un mot. Efficacité. Un sergent américain a écrit dans son journal « Nous étions assis sur la colline et nous regardions le feu. Après avoir vu ces corps pendus au lampadaire, je ne ressentais plus rien. Ils ont cherché cela. C'était l'une des décisions les plus controversées de la guerre. Détruire une ville complète pour sauver des vies américaines. À première vue, une opération militaire, mais en réalité, un massacre urbain.
Était-ce justifié ou s'agissait-il d'une force excessive? Les événements se sont accélérés. Après des jours de pilonnage, la ville n'était plus qu'une ruine fumante. Mais le château, le Schloss Johannisburg, tenait encore debout. C'était une forteresse massive en grès rouge, construite dans les années 1600. Les murs mesuraient 2,50 m d'épaisseur. Lambert s'y trouvait avec ses troupes les plus fanatiques. Les Américains ont avancé pour en finir. Ils n'ont pas envoyé l'infanterie prendre les portes d'assaut. À l'image, un canon automoteur M12 apparaît. C'était une pièce d'artillerie de 155 mm montée sur des chenilles de chars. Ils l'ont garée juste devant le château, à bout portant. Les soldats allemands regardaient par les meurtrières. Ils voyaient le canon massif pointé directement sur eux. On entend le bruit de la culasse qui se verrouille. Le premier obus a frappé la tour principale. La pierre a explosé. La poussière a envahi l'air. Les Américains ont tiré encore et encore. Ils perçaient des murs qui tenaient debout depuis 300 ans. Le château a pris feu. Le toit s'est effondré. À l'intérieur, les blessés hurlaient. Les adolescents en uniforme pleuraient. Ils ont supplié le major Lambert de se rendre. « Monsieur le maire, nous ne pouvons pas combattre un mur de flammes. » Mais Lambert a sorti son pistolet. Il a menacé ses propres hommes. Il criait de continuer le combat. Mais les soldats en avaient assez. Le matin du 3 avril, les tirs provenant du château ont cessé. Un drapeau blanc est apparu par un trou dans le mur de la forteresse. Les Américains ont arrêté de tirer. La bataille était terminée. Les soldats allemands sortent lentement des ruines. Ils sont recouverts d'une poussière rouge, celle du grès pulvérisé par les obus. Ils toussent, ils trébuchent sur les décombres. À l'image, on voit des silhouettes grises qui ressemblent à des fantômes. Puis, le major Lambert apparaît. Il porte toujours son uniforme impeccable, ses médailles brillant sous le soleil. Il marche la tête haute, arrogant jusqu'à la dernière seconde. Lambert s'approche du commandant américain, le lieutenant-colonel Felix Sparks. C'est ce même Sparks qui libérera plus tard le camp de Dachau. Le nazi salue. Il commence un discours sur l'honneur et le devoir militaire. Sparks ne l'écoute pas. Le colonel regarde les ruines de la ville. Il regarde la fumée qui monte des quartiers détruits. Il voit les cadavres de civils dans les caniveaux, tués à cause du refus fanatique de Lambert de se rendre. Pourquoi Sparks ne salue-t-il pas en retour? Il reste immobile. Son regard est froid. Il se tourne vers ses policiers militaires et donne un ordre sec. « Sortez-le de ma vue avant que je ne le descende moi-même. » On arrache ses armes à Lambert. On le jette sans ménagement dans une jeep. Alors que le véhicule démarre, les habitants d'Aschaffenburg sortent enfin des caves. Ils ne l'acclament pas, ils crachent sur lui. Ils hurlent des insultes. « Assassin !» crient-ils. « Tu as détruit notre maison. La bataille d'Aschaffenburg a duré 10 jours. Elle aurait dû durer 10 heures. À cause du fanatisme d'un seul homme, la ville est détruite à 90%. Des centaines de civils sont morts. Des centaines de soldats américains sont tués ou blessés. Quand le général Patton apprend la nouvelle, il affiche une satisfaction glaciale. Il visite les décombres. Il observe les piles de gravats qui étaient autrefois des habitations. Patton prononce une phrase courte. C'est une bonne leçon. Si les Allemands veulent se battre, voilà ce qui arrive. Nous n'échangerons pas des vies américaines contre des bâtiments allemands. Patton transforme Aschaffenburg en avertissement. Pour le reste de la guerre, dès que la 3e armée approche d'une localité, un message est envoyé. Souvenez-vous d'Aschaffenburg. Rendez-vous maintenant où nous sortons l'artillerie lourde. L'effet est immédiat. La plupart des villes capitulent sans tirer un coup de feu. La destruction d'Aschaffenburg a sauvé des milliers de vies plus tard, car elle a prouvé que les Américains ne bluffaient ou pas. Mais qu'est-il arrivé au major Lambert, l'homme qui faisait pendre son propre peuple? Il n'est pas traité comme un prisonnier de guerre ordinaire, il est jugé pour meurtre. Pas pour avoir tué des Américains, car c'est la guerre, mais pour avoir exécuté les civils allemands qui voulaient en se rendre. Le tribunal rend son verdict, coupable. Il est condamné à mort. À ce moment-là, tout semble terminé. Mais dans la confusion des appels d'après-guerre, sa peine est commuée en prison ferme. Il survit, mais il vit dans l'opprobre. Il est détesté par ses propres compatriotes jusqu'à la fin. L'histoire d'Aschaffenburg est brutale. Ce n'est pas un récit de gloire, c'est la logique pure de la guerre. Les soldats américains ne voulaient pas raser la ville. Mais quand ils ont vu les corps balancés au lampadaire, quand ils ont compris qu'ils affrontaient un fanatique, ils ont agi. Ils ont cessé d'être des libérateurs pour devenir des destructeurs. À première vue, c'est une victoire. Mais en réalité,
C'est un rappel que la pitié a des limites. On peut pousser un homme bon trop loin. Et quand on le fait, il n'y a plus de négociation possible. On reçoit simplement un obus de 155 mm dans sa porte d'entrée. Le commandant américain a ordonné de détruire la ville pour épargner ses hommes. Était-ce le bon choix? Ou était-ce un crime de guerre de raser une cité entière? Le débat continue aujourd'hui. Ainsi s'achève l'épisode d'Aschaffenburg. Les ruines ont été déblayées, mais les faits restent. La ville a payé le prix du fanatisme. Tout s'est arrêté là.